est le 28 déjà. Le 28 janvier. Quand même. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, aujourd'hui à Paris avec un ami, Pierre. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir signé mes 4 exemplaires de l'Atlas du mondialisme. C'est un livre extraordinaire. Je t'ai pas payé pour le dire. Non, mais en fait, tu les as dédicacés à chacun de mes 4 enfants et je pense que c'est Une important. dédicace particulière à chacun. Effectivement, merci beaucoup. C'est un livre qui va durer très longtemps parce que c'est un livre qui montre d'une manière, c'est un très beau livre qui montre les tenants, les aboutissants d'une certaine idéologie. Mhm. Alors je fais aussi les questions et les réponses. Non, mais simplement, Mais quelle idéologie? mais voilà, et en fait, là où je voulais en venir, c'est que tu as une longue carrière maintenant de recherche très très pointue sur ces idéologies, sur ces croyances qui façonnent notre monde, et tu as un nouveau livre qui sort. En effet, un nouveau livre, donc aux éditions Nouvelle Terre. Le titre c'est Le mondialisme en archives, avec un sous-titre de la guerre contre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un livre qui est finalement le tome 2 de l'Atlas du mondialisme. L'objectif de ce livre, il est multiple. J'ai voulu à la fois protéger des pièces d'archives. Le titre d'ailleurs, Mondialisme en archives, ce sont des pièces d'archives uniques en français, en anglais, en allemand, en italien et en hébreu. Et pour les publications des archives étrangères, elles sont toutes intégralement traduites en français. Et vraiment, ce sont des pièces d'archives uniques, surprenantes, choquantes. Et ces pièces d'archives sont accompagnées d'une très longue présentation pour expliquer l'intérêt de ces documents de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Et l'Atlas du mondialisme, finalement, s'intercale entre l'Ancien Testament et puis la conclusion, si je puis dire. Enfin, je force un peu le trait parce que je parle aussi, j'apporte des informations supplémentaires, entre autres dans la Révolution française, jusqu'à aujourd'hui, en terminant avec le Brexit, avec ce qui se passe en Europe, avec Trump, avec Moscou, la Chine. Enfin bon, bref, voilà, c'est, si je puis dire, un petit feu d'artifice, mais un livre qui a pour objectif de connaître les causes profondes en partant de l'Ancien Testament, qu'il ne faut absolument pas dénigrer, car si on le casse, si on le détruit, on rend service à la synagogue et aux dépens de la France, de sa civilisation et indirectement de la civilisation européenne. Alors, tu parles de la synagogue. J'ai souvent l'impression que les gens qui parfois te critiquent ne comprennent pas un élément qui est, dès qu'on parle d'une certaine croyance hébraïque, ou comme tu dis, tu parles de la synagogue, tout de suite on sort antisémite. Or, depuis que je te connais, et ça fait maintenant ça fait 10 ans, tu étais l'un des tout premiers à qui j'ai dédicacé mon premier livre sur Vivre à l'effondrement économique, je me souviens très très bien. C'est émouvant. Eh bien, je me souviens même dans notre premier dîner que l'on a fait à Paris, tu me parlais qu'effectivement l'antisémitisme c'est une faute. Ah, effectivement. Je ne suis absolument pas antisémite. Étant catholique, le racisme est une faute morale. D'accord. Donc en revanche, je suis opposé, et j'ai le droit, à une tourne d'esprit, comme je suis opposé au nazisme, comme je suis opposé au communisme. Pareil, pour pareil. autant que si je suis anti-nazi, je ne suis pas anti-allemand. Bon, surtout que les Allemands d'aujourd'hui, n'en parlons pas, c'est autre chose. Mais enfin bon, je veux dire par là que ne pas être d'accord sur des idées, des philosophiques ou religieuses, ne veut pas dire que j'accable le peuple qui est à l'origine de ça, et puis souvent, ce sont plutôt les élites qui font voir. Donc, en fait, j'essaie de comprendre les référents philosophiques, les origines profondes, l'évolution, les conflits internes, les répercussions ensuite d'autres matérielles et financières, parce qu'on oublie toujours, je pense par exemple à la guerre de 14-18 avec le sionisme, pourquoi en 1917 il y a eu la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine. Eh bien, vous avez eu un courant juif anglais, avec les Rothschild en particulier, qui a donc un courant qui a joué un grand rôle, et tout ça en liaison avec d'autres courants juifs, quelquefois en opposition. Par exemple, dans l'Atlas du mondialisme, j'ai prouvé que vous aviez une bagarre entre le mouvement sioniste allemand, qui voulait la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine sous la direction de Berlin, donc avec des avantages pétrole, stratégique, avec la construction du base naval à l'actuel Koweït, enfin le delta du Châtel arabe. Une des causes de la Première Guerre mondiale. Voilà. Et vous avez une opposition d'un courant juif sioniste anglais
et américains qui voulaient envoyer les Juifs en Palestine, mais sous la direction de la City de Londres. Et en fait, ce sont des bagarres entre clans. Et j'ai cité en particulier le rapport de la commission Peel, du gouvernement britannique de 1937. L'original est scanné sur Internet, il y a un rapport de 400 pages, vous avez les pages 23 et 24, où il raconte, c'est Lloyd George, lors de prestation de serment, qui raconte qu'il y a une bagarre entre clans juifs. Et il ajoute cette information que les Juifs américains disent aux Français et aux Anglais que si vous nous permettez de créer un foyer juif en Palestine, eh bien, nous vous promettons de ranger les États-Unis de votre côté. Et Lloyd George précise, et ils ont tenu parole. C'est vrai. Et ce qui est important de dire dans tous tes livres, c'est que tu as une somme de notes de bas de page qui se réfèrent à des documents souvent originaux ou souvent C'est pas oui, originaux, oui. que beaucoup ne prennent pas le temps d'aller lire, qui sont assez exceptionnels. Disons, mais oui, parce que la règle d'or, on n'affirme pas une chose tant qu'on n'a pas la preuve. Alors, quelquefois, il y a des nuances qu'il faut apporter, donc il faut évoquer une hypothèse, il faut... D'accord. Mais ma règle d'or, c'est... je vais vous citer un exemple. L'exemple, je te tutoie. Par exemple, un très bon livre de William Guicard, Des pions sur l'échiquier. Je suis entièrement d'accord avec l'auteur, mais le problème, c'est qu'il balance des choses qui sont justes, il n'y a pas les preuves. Et je n'utilise pas ce bouquin parce que si on me demande, vous citez telle chose de William Guicard, où il a la source, je serai incapable de le faire, de rapporter cette source parce qu'il ne la donne pas. Et donc il faut apporter une preuve. Là, je citais la commission Peel, le rapport de la commission Peel, le gouvernement britannique. Là, on n'aime pas, c'est comme ça. Et j'aime bien cette phrase, l'homme est de feu au mensonge, mais de glace à la vérité. La plupart des gens, lorsqu'on leur apporte des preuves, bloquent et refusent de voir cette preuve, et après ils vont me traiter d'antisémite, chose que je ne suis pas, mais quand c'est un juif qui joue un rôle, je vais dire que c'est un juif et pas un esquimau. Dans ton livre, tu as découvert que le sionisme a commencé un peu avant la date officielle. Oui, officiellement, le sionisme, c'est 1897 avec le congrès de Bâle, avec Theodor Herzl, qui aurait dû, d'ailleurs, petite précision, je raconte ça dans la classe du mondialisme, premier congrès qui aurait dû avoir lieu en Allemagne à Munich. Et la chose ne s'est pas faite parce que les rabbins de Munich s'y sont opposés. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une opposition entre le monde juif qui voulait la création de l'État d'Israël, enfin d'un foyer juif avec l'appui de Dieu, et puis les sionistes, eux, qui voulaient que ce soit l'homme qui mette la main à la pâte, et Dieu, on verra après. Et dans cette histoire, donc ça a été Bâle en 1897, et dans cette histoire, en fait, je suis tombé sur des pièces d'archives diplomatiques allemandes qui montrent qu'en fait, la première ébauche du mouvement sioniste, c'est pas 1897, mais c'est 1882, avec des juifs allemands, et pour être très précis, des juifs allemands silésiens. La Silésie, qui maintenant n'est plus une province allemande depuis 1945, qui est devenue une région polonaise, la région de Breslau, Wrocław aujourd'hui. Et ceux qui ont fait ça, ce sont les Söhne des Bundes, les fils de l'Alliance, les Neibrites. Et ils ont lancé ça, un institut, un organisme, et j'ai le nom de l'institut avec tous le règlement, les statuts, les noms des personnages, et c'est eux qui ont lancé la première étincelle, qui ensuite, ça s'est accéléré avec le temps, mais c'est la première ébauche. L'autre chose c'est pas une reproche qu'on te fait, mais parce que beaucoup de gens qui lisent mes livres lisent également les tiens. D'ailleurs, je te remercie d'en avoir parlé parfois dans tes interventions. C'est de me dire, de toute façon, quelle que soit l'origine ou les idéologies des gens qui nous amènent vers le précipice, de toute façon, le précipice, on y aura droit, on va devoir se préparer quoi qu'il arrive. Et moi, je leur dis non, mais comprendre les tenants et les aboutissants nous aident à mieux affiner nos stratégies de préparation. Et c'est là où mon travail, il est en fait... il commence là où peut-être le tien termine, bien que ce soit des travaux qui sont à jamais inachevés, parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, il y a toujours quelque chose à faire. Comment toi tu vois les deux choses se mettre ensemble et être liées ? Les deux éléments se complètent dans ce sens que ce que tu défends, ma foi, oui, il ne faut pas se leurrer, il faut se préparer à un jour une bascule. Et dans ce cas-là, on rangera les bouquins, son ordinateur, et on sera heureux d'avoir une arme, de la bouffe, de l'eau potable. Bon. Mais les bouquins en question que j'ai faits, c'est pour essayer de comprendre notre époque, pour les quelques personnes qui acceptent, qui ont cette souplesse d'esprit pour comprendre les mots qui nous accablent, puis aussi je pense à l'après.
l'après-épreuve pour les survivants qui sortiront vivants des épreuves qu'on va connaître dans quelques temps, qu'ils puissent trouver peut-être quelques-uns de mes livres aux pages défraîchies par le temps ou dédicacés dans un recoin d'une pièce dévastée par les bombardements ou que sais-je encore, et que ça puisse être, comment dire, quand j'ai fait l'Atlas du mondialisme, j'ai voulu présenter des pièces d'archives et faire une photo la plus précise de l'époque avant notre bascule, un peu comme si j'avais pu faire des photos de Pompéi quelques jours avant l'éruption du Vésuve. Bon, eh bien, le bouquin en question, les bouquins, le dernier que édition Nouvelle Terre, Mondialisme en archives, ces bouquins-là puissent servir comme, comment dire, comme exemple des fautes à ne pas commettre. Qu'un pays qui favorise l'immigration, le mélange de population, eh bien, ça ne marche pas, au même titre qu'on ne se marie pas avec n'importe qui. Eh bien, voilà, que la corruption des élites conduit inévitablement à des malheurs pour le peuple, que les constructions supranationales sont condamnées tôt ou tard. Donc j'ai voulu apporter des preuves de qui fait quoi, et que ça puisse faire réfléchir, pas la majorité, parce qu'on en revient toujours à la même histoire, c'est toujours quelques hommes et quelques femmes qui pigent, le reste... Bon. Et c'est ça que je voulais faire, et montrer qui était à l'origine, les acteurs, les origines profondes. Par exemple, j'ai cité, comment il s'appelle, Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide de 1627, où il y a un passage où c'est du transhumanisme. Le mot n'est pas cité, mais c'est amélioration des capacités intellectuelles et physiques, ralentir la vieillesse, des procédés de greffe. C'est du transhumanisme à la sauce 1627. Mais montrer que les mots qui nous accablent sont anciens, et que l'expérience doit nous faire réfléchir à ne pas retomber dans les erreurs du passé, car tôt ou tard, on en paye les conséquences. C'est mon espoir que ça puisse rendre service à quelques-uns en disant, qu'ils puissent se dire, bon, les conneries des générations précédentes, on ne va quand même pas repasser par le même chemin, on connaît la finalité, changeons et prenons une autre voie. Voilà, c'est un petit espoir, mais je ne me fais pas trop d'illusions, hein. La nature humaine est toujours très forte pour reprendre les mauvaises habitudes. L'histoire le prouve, hein, de toute manière. Bon, je connais un de mes amis qui est très chrétien, qui est très croyant, dit que de toute façon, à la fin, ce qui compte, c'est qu'il en reste au moins 12. Oui, oui, 13, ce serait mauvais. Ou ils étaient 14, je ne sais plus. 12. 12 plus 1. Oui, mais qui est un peu... Un peu au-dessus des... Qui a un peu... Primo inter patres. 30 deniers l'ont fait basculer du mauvais côté. Pour terminer, alors, où est-ce qu'on peut trouver ton nouveau livre? Alors, le titre, donc, Mondialisme en archives aux éditions Nouvelle Terre, avec un sous-titre, De la guerre contre l'Ancien et Nouveau Testament, qui est à la fois élément spirituel, politique, financier, économique, parce que tout ça c'est lié. Ça doit sortir théoriquement, donc, édition Nouvelle Terre, officiellement au début avril. Allez, courant avril. De toute manière, vous serez prévenus. Très bien. Il y a un bouquin qui fera dans les 600 pages. Ah, à peu près. Bien. À peu près. Formidable. Pierre, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Maintenant, on va aller prendre un verre quand même. Volontiers. À tout à l'heure. À bientôt.